Bonjour, je suis le docteur Caroline Thuillier, je suis chirurgien urologue au CHU de Grenoble. Je suis plus spécialisée dans les troubles fonctionnels, c'est-à-dire la neurourologie ou également l'incontinence de recours et l'urologie de la femme d'une manière plus générale. Je suis également membre du CUROF, qui est le groupe des experts à la Sourcesse d'urologie pour cette thématique plus précise. Le chirurgien urologue qui fait de la neurourologie est un chirurgien qui a un regard plus sur le fonctionnement de l'appareil urinaire plutôt que sur les maladies d'organes comme certains cancers urologiques. Et surtout, c'est un chirurgien qui va travailler en collaboration, en partenariat avec les neurologues, les médecins physiques rééducateurs, les kinés, et qui va ainsi vivre, entre guillemets, dans une culture plus globale des différentes maladies neurologiques, dont la sclérose en plaques, le Parkinson, etc. Ce chirurgien urologue, il va mieux appréhender ces pathologies globales qui ont un retentissement évidemment sur l'ensemble des secteurs et de la qualité de vie du patient. Et il va bien connaître les différents traitements possibles, tant sur la version urinaire que fécale, ou aussi sur la sexualité. Il y a quelques années encore, on adressait volontiers les patients vers le chirurgien urologue quand il n'y avait pas d'autres cours et qu'il y avait des discussions parfois complexes à avoir. On s'est rendu compte, et on a de nouveaux outils maintenant, que si on accompagnait les patients, notamment dans le cadre de la sclérose en plaques, plus tôt dans leur maladie, déjà on avait plein de solutions simples à proposer pour améliorer la qualité de vie, et en plus on prévenait les complications urologiques plus graves. De ce fait, le chirurgien urologue qui est spécialisé en neurourologie a à mon sens deux casquettes, et je le présente souvent comme ça en début de parcours aux patients. Le premier, c'est évidemment le regard de médecin, de se dire est-ce que ce fonctionnement vésical, est-ce que ces différents éléments peuvent conduire à des complications graves, et donc est-ce qu'il y a des discussions peut-être un peu plus lourdes parfois à avoir avec les patients, ou est-ce qu'on est juste, entre guillemets, face à un problème de qualité de vie et qu'on peut proposer différentes alternatives simples, non invasives aux patients pour que ces journées soient plus simples et pas rythmées et orientées par les problèmes urinaires ou fécaux, ou qu'il y ait un trouble de la santé sexuelle qui impacte beaucoup sa qualité de vie et son moral. Je pense que dès l'instant où on a un trouble quel qu'il soit, même si on se demande si, ou voilà, dès l'instant qu'on a une gêne, qu'elle soit urinaire, des fuites urinaires, des envies trop fréquentes d'aller faire pipi, des difficultés à faire pipi, on y va, puis finalement on n'y arrive plus, etc. Et que ça occupe une partie de son énergie et que ça préoccupe, à ce moment-là, évidemment, il faut consulter. On peut également avoir moins de troubles urinaires, mais avoir une grosse constipation ou parfois même de l'incontinence anale. Alors, c'est pas forcément l'urologue le spécialiste de cela, mais c'est vrai qu'un neurourologue s'occupe en général de l'ensemble de la sphère pelvienne. Les choses sont vraiment liées, et donc en général, il est quand même de bons conseils, ou en tout cas, il sait vous orienter vers les bonnes personnes pour être prise en charge correctement. Sur le versant sexologique aussi, il n'est pas normal d'avoir des douleurs, d'avoir certains troubles, et si c'est un problème régulier, eh bien, ça doit également faire l'objet d'une consultation. Alors cela permet évidemment de poser les choses, il n'y a pas de tabou en urologie, et on prend le temps lors de ces consultations de pouvoir échanger sur qu'est-ce qui est gênant au quotidien, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont les attentes du patient, qu'est-ce qu'il aimerait pouvoir améliorer, et derrière le chirurgien urologue propose différentes choses, et c'est toujours un partenariat entre le patient et le chirurgien de ce qu'il souhaite faire ou pas, quels sont les risques de rester comme cela ou pas, et derrière, qu'est-ce qui est acceptable pour le patient. Le suivi régulier, il est nécessaire, en général annuellement, avec notamment une échographie des reins, vérifier qu'il n'y a pas de complications, qui regarde aussi la vessie. On voit la vidange vésicale à ce moment-là, et c'est un examen de routine qu'il faut répéter et surveiller dans le temps. Un des examens également fondamental, c'est le calendrier mictionnel. Alors c'est un petit peu fastidieux à faire, mais ça donne beaucoup d'informations. Cela consiste à noter sur 3 jours et 3 nuits consécutives, sans changer ses habitudes, à quelle heure on va faire pipi à chaque fois,
et quel est le volume d'urine dans le même temps, simplement en faisant pipi dans un verre doseur comme pour faire les gâteaux, gradué en millilitres, et ça permet de voir qu'à 9 heures, il y avait par exemple 250 litres urinés. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit très précis, mais en le renseignant un maximum, en notant s'il y a eu des envies pressantes, s'il y a eu des fuites, s'il y a eu des douleurs, s'il y a eu quoi que ce soit, eh bien ça permet d'avoir une bonne base de départ pour voir le fonctionnement vésical en routine de vie pour chacun des patients, et même à titre de prise de conscience et de changements comportementaux, c'est souvent d'une grande aide. Il y a par exemple parfois simplement une fabrication excessive d'urine par le corps la nuit, ça peut arriver, et du coup il y a plein de symptômes nocturnes, et finalement la journée ça va pas si mal, et ben on diagnostique cela sur le calendrier mictionnel. Donc c'est des examens qui sont pratiques en routine, qui permettent de traduire la gêne éventuelle, et ensuite de discuter des différentes solutions thérapeutiques. Alors concernant les différentes solutions thérapeutiques que l'on a maintenant, il y a tout un arsenal entre guillemets de choses très simples et de choses plus complexes, et notre boulot c'est d'adapter en fonction des besoins, des impératifs médicaux, mais aussi des attentes du patient. Dans les choses très simples, bien sûr, il y a la kinésithérapie pelvienne qui, quand elle est faite par des kinés qui ont bien l'habitude, donne souvent une bonne amélioration. Et cette kiné est souvent couplée au calendrier mictionnel dont j'ai parlé précédemment, parce que ça permet, d'un point de vue comportemental, souvent d'adapter pas mal de choses. D'autres choses assez simples, la stimulation tibiale postérieure, c'est une petite stimulation électrique à la cheville qui marche très bien dans les symptômes d'urgence urinaire avec ou sans incontinence associée, et ça peut être un traitement qui pour le coup n'a aucun effet secondaire et est tout à fait acceptable au quotidien. Il y a également des médicaments qui marchent sur ce type de symptômes. On a maintenant comme des pacemakers, mais pour la vessie, qui marchent à la fois sur les difficultés de vider sa vessie et sur les symptômes d'urgence mictionnelle. C'est également le traitement de référence de l'incontinence anale. Ça s'appelle la neurostimulation sacrée, et c'est un traitement qui maintenant a fait beaucoup d'avancées d'un point de vue technologique, qui est un traitement maintenant qui est IRM compatible corps entier, qui est un traitement mini-invasif, simple, réversible, qui comporte une petite phase de test pour voir quelle est l'évolution des symptômes du patient, avec au départ une pile provisoire. Il existe également des injections de toxines botuliques dans la vessie qui calment vraiment les symptômes d'urgence. Les autres choses un peu peut-être plus complexes à appréhender mais qui améliorent vraiment la qualité de vie du patient, c'est le recours possible à des autosondages quand on a vraiment un gros trouble de vidange de sa vessie. C'est un traitement qui a beaucoup progressé aussi par les matériels qui sont mis à disposition des patients, qui sont très adaptés et ergonomiques maintenant. Et puis il y a des chirurgies plus lourdes entre guillemets, mais qui permettent d'être sur le long terme plus tranquille, des chirurgies où on peut faire ce qu'on appelle des vessies artificielles, mais c'est des dérivations pour ne plus avoir la vessie dysfonctionnante qui altère le quotidien et met en risque le fonctionnement des reins. Et ça peut être d'autres chirurgies, comme pouvoir faire un petit système pour pouvoir se sonder par le nombril, par exemple, quand le sondage par l'urètre, la localisation habituelle où on fait pipi, n'est pas possible. Toutes ces choses-là sont évidemment adaptées en fonction des symptômes du patient, de la qualité de vie et des risques de complications que l'on peut avoir ou non sur l'appareil urinaire. Ça, c'est uniquement pour le versant urinaire. On a évidemment des solutions sur le versant des selles, la constipation. Il y a beaucoup de traitements qui nécessitent d'être surveillés et ajustés régulièrement. Notamment, il y a des lavements pour les gens avec des côlons neurologiques qui ont vraiment également permis d'améliorer les symptômes de beaucoup de patients. Et puis la neuromodulation des racines sacrées dont je vous parlais juste avant. Sur la santé sexuelle, il y a également de nombreux médicaments de la famille du Viagra qui marchent très bien, qui n'ont quasi pas d'effets secondaires. Voilà, il ne faut pas avoir de crainte de ces traitements-là. Et puis il y a d'autres traitements qui peuvent être un peu mécaniques, comme des anneaux à la base de la verge ou des pompes à vide. Mais il y a également d'autres traitements comme les injections intracaverneuses qui font toujours un peu plus peur, mais qui s'apprennent, se font en consultation, qui ne sont absolument pas douloureuses et permettent de retrouver une bonne santé sexuelle.
Donc l'ensemble de cet outil, de ces outils dont nous disposons au quotidien, permet dans la grande majorité des cas d'améliorer vraiment la vie de tous les jours des patients qui ont des soucis sur la sphère pelvienne. Alors, la sphère urinaire, fécale, sexuelle est toujours source évidemment de tabous et d'angoisse. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est parfois difficile d'en parler avec son médecin généraliste ou son neurologue. L'urologue a un peu plus cette casquette-là et pour autant, il y a des patients aussi qui ont du mal à aborder certains des aspects. Donc il faut vous sentir libre, il faut savoir qu'il y a des traitements. Il faut évidemment avoir le bon interlocuteur. Tous les urologues n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et spécialités. Il y a des urologues très spécialisés dans la cancérologie du rein, par exemple, qui vont être moins férus des pathologies pelviennes fonctionnelles. Donc il faut, via le réseau autour de vous, être adressé à la bonne personne et se sentir libre, évidemment, d'aborder ces questions sexologiques, les questions d'incontinence, qu'elles soient urinaires, fécales. Il n'y a pas de tabou. Si c'est un problème pour vous et quelque chose qui est récurrent et qui vous oblige à adapter certaines de vos activités, à arrêter certaines choses dans la crainte de, eh bien il y a des solutions, mais il faut savoir en parler aux bonnes personnes. Dans les plus grandes appréhensions que l'on rencontre souvent, il y a évidemment le passage à l'autosondage. Alors ce n'est pas systématique, l'autosondage c'est le fait de se sonder soi-même à intervalles réguliers lorsque la vessie est pleine pour vider la vessie. Ça inquiète souvent beaucoup parce qu'on a l'impression que ça va faire mal, que on va faire des fautes et se donner une infection et avoir d'autres problèmes. En fait, l'autosondage, c'est quelque chose qui est très très ancien, mais qui a beaucoup évolué parce qu'on connaît mieux maintenant et surtout différents laboratoires fabriquent maintenant des sondes qui sont à la fois discrètes, auto-lubrifiées, à usage unique évidemment, mais qui sont très adaptées au mode de vie de chacun ou à sa façon d'avoir une dextérité avec les mains ou d'avoir besoin de plus de liberté sur des sondes discrètes, etc. Donc ça s'apprend, c'est quelque chose en général qui s'apprend avec des infirmières d'éducation thérapeutique qu'il y a dans les centres experts d'urologie où on vous montre comment faire. Il n'y a pas de risque, c'est pas dangereux, mais ça permet au contraire, en vidant bien sa vessie régulièrement, de souvent avoir beaucoup moins d'envie pressante et d'urgence, et quand on en a besoin, quand le médecin a discuté de ça avec vous, c'est reconnu d'un point de vue scientifique que c'est le mode mictionnel dans ces situations-là particulières qui est au contraire le moins à risque d'infection par rapport à une vessie qui fonctionne vraiment mal. Donc c'est quelque chose qui doit être abordé, qui doit être réfléchi si votre urologue vous dit que pour vous, il y a peut-être un bénéfice à le faire. Dans les autres questions un petit peu qui font peur, il y a souvent les injections intracaverneuses pour l'érection, ça fait souvent peur aussi. C'est pareil, ça s'apprend au cours d'une courte éducation thérapeutique et souvent la réaction des gens quand on fait la première piqûre ensemble, c'est de dire non finalement ça fait pas du tout mal, c'est comme les diabétiques qui ont l'habitude de se piquer pour leur insuline, le matériel est vraiment adapté et c'est quelque chose qui rend service et qui a peu de risques finalement quand on est bien préparé, bien informé. Les chirurgies plus lourdes aussi souvent font peur et il y a quelques années, nous les urologues, les chirurgiens, on ne voyait les patients qu'au bout du bout quand il y avait eu des séjours en réanimation pour des infections graves ou pour la dialyse parce que les reins avaient été abîmés par un mauvais fonctionnement pendant plusieurs années de la vessie. Ces chirurgies plus lourdes, elles inquiètent forcément toujours, mais grâce à des nouveaux outils encore et de l'expérience, elles se passent de manière organisée, programmée et en général dans de bonnes conditions. Et tous les enquêtes de qualité de vie, et quand on en est à ce stade-là, montrent que finalement c'est beaucoup plus confortable de vivre avec une poche qu'on peut appeler le briquaire, qui récolte les urines, plutôt que d'avoir une vessie vraiment qui fonctionne mal, qui cause plein d'infections, plein de douleurs, voire des hospitalisations sur les complications. Donc toutes ces choses-là, même celles qui sont plus complexes, plus tabous, eh bien c'est intéressant d'avoir un suivi avec si possible même neuro-urologue qui connaît bien les choses et qui va vous voir évoluer dans le temps, qui va un peu vous connaître et pouvoir appréhender les différentes questions, y compris les plus complexes ou les plus tabous, avec vous pour trouver des solutions ensemble.
Les troubles pelviens, urinaires, fécaux ou sexuels dans la sclérose en plaques, qui peuvent être très variables entre les différents patients. Hein, ça sert à rien de se comparer aux voisins ou à quelqu'un d'autre. Ils peuvent aussi être variables dans le temps pour un même patient et des fois même d'une semaine sur l'autre avec la fatigabilité qui peut être liée à la maladie, qui peut être liée au traitement et qui peut du coup engendrer un changement des symptômes urinaires. Il faut évidemment pas courir à la minute dès qu'il y a quelque chose de nouveau chez son médecin, voilà. Mais par contre, il faut pouvoir avoir été informé, avoir compris quels sont les signes d'alerte, tant sur le point de vue urologique que sur d'autres éléments bien sûr. Et pouvoir eh bien avoir un correspondant qui va mettre avec vous en place des solutions et trouver des palliatifs pour qu'il n'y ait pas d'impact de certains troubles urinaires ou fécaux sur la qualité de vie. La santé sexuelle, c'est très important aussi, ça fait partie de la qualité de vie globale, hein, de la santé globale, sur la définition même stricte de l'OMS, hein, de ce qu'est la santé. Donc ça doit être quelque chose qui doit être pris en compte. Alors c'est toujours pareil, si c'est quel que soit le symptôme, si c'est un problème pour vous et que ça modifie votre morale, votre qualité de vie, eh bien il faut consulter. Si par contre c'est pas un souci, vous n'y pensez même pas, eh bien à ce moment-là il n'y a pas de problème. Et puis d'un point de vue général, même quand il n'y a pas de problème, il est bien, une fois par an, d'avoir une échographie des reins et de la vessie et de faire un petit calendrier mictionnel, comme on parlait au début de l'entretien, qui permet en fait d'avoir vraiment une idée en vie réelle, objectivement, de ce qui se passe. Après, ça ne veut pas dire qu'on va faire quelque chose, vous obliger à faire quelque chose, mais au moins, au fil des années, on voit un petit peu ce qui se passe, à quelle vitesse ça se passe, et s'il y a lieu d'avoir certains niveaux d'alerte et de discuter ensemble, ou si finalement la situation urinaire, fécale, sexuelle est équilibrée et qu'il n'y a pas de problème particulier à gérer. Donc je conseille moi à tous les patients qui ont une maladie neuro-urologique, hein, la sclérose en plaques en particulier, effectivement d'avoir un neuro-urologue avec qui ils s'entendent bien et d'assurer le suivi des symptômes éventuels de la sphère pelvienne conjointement avec le neurologue ou le médecin physique rééducateur, en sachant que en général ils travaillent tous en réseau, se connaissent bien et peuvent prendre des décisions conjointes dans votre intérêt.